Les Fighting Nerds, 4 athlètes à l'UFC, 19 victoires, 0 défaites, 3 athlètes dans le top 15. Pourtant, il y a 4 ans, personne ne les connaissait. Caio Borralho a signé à l'UFC via le Contender Series en octobre 2021. C'était le premier. Mauricio Ruffi, Jean Silva et Carlos Prates l'ont rejoint en 2023, il y a moins de 2 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce succès? Sortir de nulle part et surprendre à ce point sans exception, c'est ce qu'on traite après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, des équipes qui ont fait d'excellents résultats, on en a déjà eu plein en MMA, mais une arrivée si fulgurante, si rapide sur le haut de la scène, c'est, je pense, du jamais vu. 19-0 répartis sur 4 combattants qui montent dans le classement, c'est fort, c'est très très fort. Et je trouve ça intéressant, on trouve ça intéressant de chercher à comprendre les raisons de ce phénomène. Comment est-ce qu'ils ont fait? Je te lance directement. Quelles sont tes pistes de réflexion? Et peut-être on peut aussi parler de nos méthodes de recherche parce qu'on s'est juste envoyé le sujet. Comme ça, vous avez le contexte, les gars. On s'est juste envoyé le sujet et on ne s'est pas mis d'accord sur le squelette du podcast ni sur nos méthodes de recherche. Donc, comment est-ce que toi, tu as fait tes recherches pour essayer de trouver les raisons qui expliqueraient ce succès? Mes méthodes de recherche, alors moi très simplement, je suis parti d'abord un petit peu sur les origines, relativement courte sur cette recherche-là, et puis après je me suis vraiment concentré sur le coach en chef, celui un petit peu Fabio Sucupina, et puis sur les méthodes d'entraînement, et enfin sur la philosophie, et qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Ouais, j'ai regardé donc le coach en chef, les méthodes. L'équipe aussi, qui est l'équipe, et puis voilà quoi. J'ai regardé un petit peu les prospects aussi, bien évidemment, parce que là on parle de 4 combattants, mais ils sont nombreux, ils sont 5 à l'UFC en comptant Brésil. Bona Silva, Bona Brésil, ouais. Mais voilà, donc il y a 4 figures de proue, et donc je me suis aussi concentré sur les combattants, voir si c'est vraiment 4 personnalités qui se dégagent complètement du lot, ou si on peut s'attendre aussi à des méthodes qui fonctionnent avec tous. Ça, c'est un truc qui est important, quoi. Ouais, de fait, la question à se poser, c'est est-ce que c'est une coïncidence que tu aies 4 gros talents, gros travailleurs qui arrivent dans la même équipe plus ou moins au même moment et qui explosent alors qu'ils auraient explosé ailleurs? Ou bien il y a vraiment cette méthodologie, cette philosophie, cette ambiance, peu importe, qui fait que ces profils vont se développer peut-être mieux qu'ailleurs et par conséquent avoir les performances qu'ils ont jusqu'à présent à l'UFC. Donc voilà comment ma méthode. Ok, moi de mon côté, j'ai essayé de bouffer un maximum de contenu. J'ai revu quelques combats aussi pour un peu essayer de détecter certaines choses qui ressortent dans leurs combats. Et j'ai juste regardé pas mal de contenu pour tirer mes conclusions. Je sais pas si tu es tombé sur la même chose que moi, mais en tout cas, je vais le conseiller à tout le monde qui regarde cette vidéo aussi. Et une vidéo que l'UFC Fight Pass a produite, qui est gratuite sur YouTube. C'est un documentaire qui est réalisé avec John Gooden. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est John Gooden, c'est un journaliste MMA depuis très longtemps, anglais. C'est celui qui faisait les Inside the Octagon avec Dan Hardy à l'époque où ça existait, et ça nous manque à tous, je pense. Le documentaire dure 45 minutes, je pense, ou 50 minutes, et ça s'appelle Up Close with John Gooden, Fighting Nerds. Très facile à trouver, et franchement, j'invite tout le monde à aller le voir parce que ça donne beaucoup d'informations, et selon moi, ça donne vraiment des pistes de compréhension de leur succès. Ouais, bah écoute, je l'ai vu la vidéo. En fait, je suis en train de regarder mon historique. J'ai regardé beaucoup de vidéos. J'ai regardé beaucoup de vidéos et j'ai regardé cette vidéo, effectivement. Elle donne beaucoup d'indications. D'accord. On se concentre sur le coach en premier? Vas-y, on peut commencer sur le coach. Alors, peut-être qu'on commence de manière macro. Et puis, on rentre sur ce coach en détail. Toi qui es coach, et puis nous qui avons géré une équipe ensemble pendant 4-5 ans, on s'était toujours dit que le coach a une énorme influence sur l'ambiance de l'atmosphère, comme on dit en anglais, l'ambiance qui règne dans l'équipe.
Et sur le mindset aussi. Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas, que le coach, les règles qu'il met en place, son attitude, sa communication va influer beaucoup sur l'attitude de ses combattants? Ouais, je pense, hein, mais je l'ai mis en dernier, ça, par contre, tu vois. Tu l'as mis en dernier, d'accord. Gardons-le en dernier. Qu'est-ce que tu avais mis en premier? Ça m'intéresse de savoir ce que tu as mis en premier. Ouais, donc juste pour revenir sur ce que tu disais, sur l'ambiance, etc., j'ai vraiment mis ça sur l'aspect équipe et sur l'aspect la team, comment ils vivent l'équipe, tu vois. Ouais. Parce que pour moi, c'est pas un gros indicateur, parce que effectivement, il y a un fort sentiment d'appartenance sur cette équipe. On sent que voilà, si tu viens sur le coach va, et pas que lui, hein, les coachs et puis les combattants vont mettre en place un groupe avec des valeurs communes, avec une éthique commune, tu sens qu'il y a de la solidarité, tu sens qu'il y a quelque chose de faire partie de cette équipe-là. Donc, pour être accepté par les autres, tu n'arrives pas comme ça, comme tu peux arriver au kill cliff, tu rentres, tu pars, etc. Là, et puis c'est sur des valeurs que ça se pose. C'est pas sur des, genre le mec est invaincu, le mec est trop fort, le mec a du talent. C'est, tu arrives, eux ils partent du principe que tes valeurs, c'est, je suis ici pour être ce que dit à un moment le coach, c'est la meilleure version intelligent. Ouais, la meilleure version de toi-même, mais tu dois être intelligent et tu dois être courageux. Voilà, c'est les deux valeurs qu'on vous demande ici, et tu peux devenir un fighting nerd, tu vois. Ouais. Donc il y a un côté vraiment accessible au club, dans le sens où on te demande pas d'être un tueur à gages, et on verra hein, sur l'équipe que tu n'as pas enfin voilà, t'as des combattants qui ont des records négatifs, des records moyens et tout. Mais voilà, c'est ce qui est attendu, et ça c'est vraiment important. Mais ce que je l'ai mis en dernier parce que tu peux le retrouver dans d'autres clubs qui ne performent pas, tu vois. Ouais, c'est vrai que quand tu évalues les raisons d'un succès particulier ou exceptionnel d'une équipe, tu vas plutôt chercher ce que eux font que les autres équipes ne font pas. Exactement. Mais effectivement, cette partie-là me semble, je vais pas dire essentielle, mais importante parce que ça fait partie dans tout. Si tu enlèves ce bloc-là, ça donnera pas la même chose selon moi. Ça, je sais pas. Tu peux pas prévoir des choses, tu vois. Ça se trouve, on en parlera au moment où on approfondira ça. Ça se trouve, ils le mettraient pas en place et ça fonctionnerait très bien, tu vois. Ouais, après, je pense on peut pas le prouver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça existe dans cette équipe-là. Ça fait partie de la formule entre guillemets magique et de ce qu'attend Sukupina. C'est voilà une team soudée, fonctionnelle, avec t'as l'impression qu'il y a une vraie bonne ambiance. Et donc ça fait partie des choses importantes. En tout cas, pour lui, pas pour moi personnellement. Moi, j'ai d'autres points qui me semblent beaucoup plus importants que tu ne retrouves pas dans les autres équipes et qui, à mon sens, apportent bien plus et qui expliquent les résultats. D'accord. Je t'en prie, vas-y, prends le premier point que tu as mis sur ta liste. Alors, premier point que j'ai mis sur la liste dans les méthodes, hein, on est d'accord là-dessus? Ouais. Ok. Donc, moi, le premier point, c'est, je pense que le plus important, ça reste quand même le coach. Donc, je pense qu'il faut vraiment en parler. C'est donc Pablo Sukupina, qui n'est pas un combattant de MMA, qui est si je ne dis pas de bêtises, en tout cas ce que j'ai vu sur Tapologie, qui a un palmarès en boxe anglaise. T'as vu ça? Ouais. 5-0 en boxe anglaise, non référencé, 5-0. Il y a des vidéos sur YouTube. Alors, est-ce qu'il a fait de la boxe thaï? Il semblerait. J'espère que c'est pas lui parce que c'est vraiment pas terrible. Mais voilà, il y a des gens qui disent bravo coach ou des trucs comme ça. Donc, on peut supposer qu'il y a longtemps, 10 ans, 11 ans, c'était pas terrible. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est son approche. Et son approche, pour moi, elle est novatrice. Elle est complètement différente et c'est lui qui en parle entre guillemets le mieux, même si des fois je trouve qu'il a tendance à mettre beaucoup de mots autour de choses un peu simples, tu vois. Est-ce que c'est pas la barrière de la langue? Enfin, je sais pas si tu l'as vu dans sa langue maternelle. Moi, j'ai beaucoup entendu des interviews de lui où il s'exprime en anglais et tu sens quand même qu'il est pas ultra à l'aise avec la langue et qu'il essaie de faire passer son message Ouais, mais non. Tu as de temps en temps des gens qui ont peur que ce soit trop simple, tu vois. Ouais, ok. Et donc ils vont un petit peu mettre beaucoup de mots un peu compliqués autour pour rendre quelque chose de plus profond comme ça. Ouais. Mais bon, non. Pour moi, c'est relativement simple. Il l'a dit en une phrase, c'est qu'il va se focaliser. Alors, quand tu as des équipes, des combattants qui vont se focaliser comment envoyer une droite fort au sac, dans les pads et tout, lui, il se focalise sur tout ce qui entoure les frappes. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, qu'on pourra peut-être pas transposer sur des nouveaux venus, mais c'est un coach de combattant professionnel.
Ouais. Et ça, c'est une approche complètement différente. On a des styles différents, des combattants qui arrivent, qui ont déjà été formés à envoyer des kicks, des frappes, etc. Il va leur apprendre tout ce qui entoure la frappe. Et donc, pour moi, c'est la chose la plus importante. Il parle de invisible fight. Voilà. L'aspect invisible du combat. Et il y a une autre phrase qu'il dit, qui pour moi résume tout. C'est qu'en gros, alors, je vais essayer de leur dire sur... C'était contrôle et domination. Comment Non, ouais, ça, tu vois, ça, j'aime pas, tu vois. Ça, pour moi, c'est vraiment, ça va rien dire. Mais, en gros, il t'apprend pas comment boxer, envoyer une 2. Il t'apprend comment contextualiser sa boxe, tu vois. Comment boxer dans un contexte. Il t'apprend, et donc pour ça, par contre, il en parle bien. Il va te dire que ce qui l'intéresse, ça va être le timing, le contrôle, la distance et l'espace. Il commence par l'espace, mais là, je résume vraiment toutes les vidéos que j'ai vues, où est-ce que quand je résume un petit peu son approche, c'est l'invisible fight, tout ce qui va entourer les frappes, le contact, ce que tout le monde est capable de faire, apprendre à faire aux pattes, et lui, il s'occupe de tout ce que tu ne vois pas, tout ce que tu n'apprendras pas, et qui, personnellement, je pense, personnellement, pour moi, sont des bases. Et pour toi aussi, je pense que c'est des bases, parce que ton premier livre, c'était autour de ça, je crois, non ? Ouais, et c'est vrai que c'est quelque chose dont je parlais souvent. Moi, je parlais de invisible skills dans le premier livre. Ah bah, tu vois, il a dû... Je suis assez content quand j'ai entendu invisible fight. Regarde une fois, c'est cool, tu vois. Si t'as pas une vente en portugais, non. Mais voilà, ça, c'est pour moi la plus grosse approche. La plus grosse approche. Et alors, pour mettre en place ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur l'équipe, il y a rien qui diffère. Donc la salle, c'est une salle classique, un grand rectangle d'entraînement avec un mur, une cage. Rien de plus, rien de moins. Par contre, des cours, pas d'individualité, pas d'individualité. Des gars qui viennent, ce sont des élèves et un coach. Et tu fais ce qui était demandé de faire. Et tu les vois, et tu as vraiment des élèves disciplinés qui écoutent en cercle. Ça, j'aime beaucoup aussi quand c'est en cercle et pas genre en ligne devant. Et qui écoutent et qui reproduisent des basiques, entre guillemets, pour s'échauffer. Des basiques, entre guillemets, parce que les gens ne comprennent pas que ce devrait être des basiques, tu vois. Ces invisible skills, ce que tu appelles des invisible skills, ça devrait être un basique, clair. Et d'ailleurs, il y en a un qui en parlait dans un commentaire de la dernière vidéo, qui disait « Oui, je pense que les combattants savent tous cadrer, mais ils le font pas parce qu'ils sont pas habitués. » Non, moi je pense sincèrement qu'à l'UFC, tu as des gens qui ne savent pas cadrer, qui n'ont jamais appris à cadrer ou à gérer la distance sur des choses parce que tu transpires pas quand tu fais ça. Et en fait, t'as pas l'impression... Il y a un blocage chez pas mal de gens, j'ai l'impression que si tu n'es pas en train de frapper, tu as l'impression de ne pas être en train d'apprendre ou travailler quelque chose. C'est clair. Parce que c'est... en fait, les déplacements, la gestion de l'espace, la compréhension de la distance, la compréhension des angles, ce sont les fondamentaux. C'est ce qui va te permettre de set-up ton KO. Et les gens préfèrent travailler le KO que le setup du KO. Et donc, la différence, ça se fait là chez eux. Et les coachs aussi, parce que les combattants, ils ont l'impression de ne pas s'entraîner. Et je pense qu'une grande majorité des coachs ont peur qu'on leur dise, mec, tu fais que de parler, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, tu mets trop de temps à parler, ça me saoule. Moi, j'ai envie de boxer, taper. Alors que ça devrait être des entraînements fondamentaux, quoi. John Gooden, d'ailleurs, il rebondit là-dessus en disant qu'il y a une grosse partie qui est utilisée à la discussion là, pour instruire oralement et vraiment donner une compréhension du combat avant de passer à l'élément plus physique, les drills, les techniques et tout ce qui s'ensuit. Et donc, effectivement, moi, il y a plusieurs phrases à ce niveau-là que j'avais bien aimé. Donc, effectivement, le point d'honneur, c'est le timing. Il dit quelque chose où il explique qu'il veut que ses combattants soient capables d'attaquer au moment où l'adversaire ne s'y attend pas. Donc, au moment où l'adversaire va faire un reset ou va relâcher un peu la pression ou aura besoin d'un temps de réflexion ou un temps de pause, et c'est à ce moment-là qu'ils vont chercher à attaquer. Et donc, ça, évidemment, on peut appeler ça la capacité à attaquer sur des moments cruciaux. Et effectivement, la stratégie pour forcer cette capacité à détecter ça et attaquer au bon moment, il le dit, c'est avoir cette compréhension de l'espace. Tu combats dans une cage, il y a une surface limitée. Tu dois avoir cette compréhension de l'espace, de où tu te trouves par rapport à ton adversaire. Les positions, qu'est-ce qu'elles peuvent t'apporter dans chacune des situations. La notion de distance, d'angle,
déplacement et aussi, j'ai envie de dire, positionnement de corps, positionnement de tête. On voit un exercice avec John Gooden où il dit t'es safe, t'es safe, t'es safe. Là, tu peux envoyer fort. Quand les têtes se croisent, tu peux envoyer fort. Quand les têtes sont alignées, tu es plus ou moins safe par rapport aux frappes puissantes. Je trouve tous ces trucs assez intéressants. Et en plus, il y a des drills qui vont avec cet aspect plus théorique. Non, c'est vraiment ça. Mais écoute, sur ce que tu viens de dire, si on résumait, je pense que sur le style, on a quatre choses qui sont importantes. Si on doit résumer un petit peu tout ce qu'on a vu dans la vidéo. Donc, dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe. Mais si on prend sur le plus grand, comme tu l'as dit, c'est l'espace. Savoir où tu te situes, où tu te places, etc. Le deuxième, c'est le contrôle. Il en parle aussi, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais il parle du contrôle. Qu'en gros, on ne boxe pas si on n'a pas le contrôle. Ouais, mais c'est là où il parle un peu de contrôle et domination, non? Ouais. Ça, c'est super intéressant. Tu dois d'abord avoir le contrôle pour pouvoir travailler ta domination. Tu peux pas chercher à dominer avant d'avoir le contrôle. Oui, mais c'est ce qu'il explique, mais c'est un peu flou parce qu'après il dit tu peux pas dominer si t'as pas le contrôle, enfin je sais pas quoi. Ouais, après la deuxième partie de l'explication, tu fronces un peu les sourcils. En revenant sur le truc, pour lui c'est le contrôle. Donc si t'es capable de contrôler où va le combat, donc l'espace, le rythme, la distance, tu peux attaquer. Si tu n'es pas dans ce contrôle-là de tous ces skills, en gros tu dois désengager, tu dois tourner, tu dois te remettre sur les rails du contrôle. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, tu l'as parlé, c'est le timing. Donc le timing, c'est être capable de comprendre le fonctionnement. Il y a une vidéo où il parle de pas, quelle taille vont faire les déplacements. Il y a une vidéo d'analyse, on va en parler après sur le deuxième point, parce que là on est sur le head coach, mais où il dit que quand il fait un petit pas arrière, c'est là où il va frapper, qu'il faut être capable de comprendre tout ça. Donc on a le timing. Et le troisième point, la distance, ça en fait 5 en fait. Ouais. La distance, effectivement, on les voit driller pour la gestion de la distance, avancer, se déplacer, et sur la dimension, c'est-à-dire avancer, reculer, gauche, droite, tu vois, c'est un petit peu ça, tu vois, tac, 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 et bien gérer sa distance, que ce soit donc avec les pas, donc ils vont se déplacer en marchant, et aussi avec le haut du corps. Et donc ça, c'est mon dernier point. La stance, la position debout. Donc, tu en as parlé sur les déplacements de tête. Et tu as Clary Sandagan qui avait mis un petit réel où il explique que certains sont, enfin voilà, avec sur une stance, une position en arrière, posée un petit peu en arrière. Donc ça, je pense, c'est le passif du coach en boxe anglaise. Dans les stances, tu peux avoir le poids sur la jambe avant pour pouvoir contrer. Doumbé, Floyd Mayweather. Voilà, avec les pull counters. Et tu peux avoir le poids sur l'arrière, ok. Donc ça, pour comment dire ça, soit refrapper beaucoup plus fort, mais pour faire croire que tu es loin, que ta tête est loin, alors que quand tu remets ton poids au centre, tu es beaucoup plus près que ce que tu es. Ouais. Et c'est vrai qu'un Jean Silva, on le voit relativement bien. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment le style qu'on va retrouver vraiment sur tous les combattants. Peu importe d'où ils viennent, peu importe la manière dont ils envoient leurs frappes. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient. On les voit être capables de désengager, reprendre, se replacer, être toujours proche, sans être proche, tu vois. Il y a une frappe qui part, ils reculent. Ils peuvent reculer qu'avec le haut du corps, qu'avec les jambes, et recombiner derrière. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, il y avait aussi un drill que j'avais bien aimé, je sais pas si tu l'as vu, je crois que c'est aussi dans un réel où il va désengager 2 fois. Donc tu as un exercice où ton adversaire envoie juste jab cross et tu désengages 2 fois, mais là aussi, je pense que c'est un truc ça leur est pas spécialement propre. Il y a d'autres équipes qui travaillent ça, mais c'est pas de déplacement inutile. Donc, si tu désengages juste ce dont tu as besoin pour éviter l'action. Tu dois pas faire 2 pas supplémentaires parce que sur 15-25 minutes, ça va se ressentir à la fin de faire des extra steps qui te servent à rien. Bah, c'est surtout qu'ils avancent après. Hein. Ouais, c'est ça. Et la troisième fois, au lieu de désengager, en fait, tu fais un mouvement défensif pour esquiver et pour remiser derrière. Je trouvais ça sympa parce que tu as vraiment ce truc de tu désengages, ton adversaire va chaque fois venir te chercher plus loin. Et au moment où tu ne désengages pas, mais tu restes dans la poche pour contrer, ça peut être intéressant. Donc, y a tout ce travail qui est fait de varier aussi tes réactions, faire croire que tu as toujours la même réaction pour que l'adversaire se sente en confiance de pouvoir attaquer de la même manière en ajustant quelque chose. Et en fait, à ce moment-là, tu changes ton attitude et ça permet de créer des ouvertures. Alors sur ce point-là, je me rappelle avoir vu une vidéo où il donnait un exemple, ce que j'appelle les vagues, tu vois, mais avec les animaux vont attaquer, tu recules, avec non mais c'est ça, c'est celle Mongoose, c'était Mongoose contre serpent. Voilà, c'est ça, ouais, c'est celle-là. Ouais. Et ça, cette question donc du comportement animal,
cette interrogation, il l'a souvent. Hein. Il parle régulièrement du comportement animal, qu'il étudie un petit peu ça pour voir. Et c'est vrai que dans les approches comportementalistes, notamment sur l'agressivité et tout, c'est des choses qui sont importantes. Mhm. En défense, tu as plusieurs réactions dans le règne animal. Tu vas avoir la fuite, tout simplement. Tu vas avoir tu frises tout simplement comme si tu étais mort. Et puis tu vas avoir l'agression. Et souvent l'agression avec des animaux, par exemple, si tu coinces un chat, je dis un chat, je pense qu'il fait ça, dans un angle comme ça, s'il a une ouverture, il va s'enfuir, tu vois. Mmh. Et puis s'il a pas d'ouverture, au moment où il se sent complètement acculé, il va t'agresser. Ouais. Et ça, c'est des choses qui sont importantes aussi dans le combat. C'est-à-dire que quand tu mets sous pression quelqu'un, eh bien, tu sais qu'à un moment donné, ça va paniquer, qu'il va envoyer une frappe très très forte. Et tu vas pas commencer à vouloir boxer avec lui dans de l'agression contre agression. Tu vas passer derrière. Et donc ça, je pense que sur l'approche comportementale, influencée par le règne animal, il est dedans aussi. Et c'est super intéressant. C'est très parlant en plus. Il le dit, il dit la seule espèce qui n'a plus besoin de se défendre pour survivre, c'est l'homme. Et donc, pour le combat, il faut s'inspirer des animaux, parce que les animaux, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Donc, les stratégies que les animaux utilisent pour soit chasser, soit survivre, c'est intéressant. Et c'est vrai, je pense qu'il y a des analyses intéressantes à faire en prenant les stratégies animales. Exactement. Alors ici, il y a un truc, il y a 3-4 minutes que tu as dit qui était pour moi intéressant, c'est que tu parlais que tout ce dont on vient de parler, c'est un peu la base commune à tous les athlètes. Et je ne sais pas si tu veux partir dans cette direction-là, mais il a vraiment insisté sur le fait que chaque athlète est différent. Et du coup, justement, il parlait tu dois savoir quel animal tu es. Si tu es petit, si tu es grand, si tu es explosif, si tu es plutôt fort. Sur base de tout ça, tu vas développer ton style. Si tu es petit, peut-être que tu ne dois pas passer trop de temps à savoir utiliser ton jab pour maintenir un adversaire à distance. Tu dois plutôt connaître ou comprendre comment casser la distance, rester dans la poche pour pouvoir utiliser tes armes. Si tu es grand, justement, tu vas pouvoir peut-être travailler les armes plus longues pour pouvoir maintenir un animal, il dit, ou un adversaire à distance. Et donc, ce que j'aime bien dans leur approche, c'est qu'il y a vraiment une base commune qui est importante, peu importe ton style. Sur ce qu'on vient de dire, le invisible fight, je pense que peu importe ton style, c'est quelque chose que tu dois maîtriser. C'est pas que tu dois connaître, comprendre, c'est quelque chose que tu dois maîtriser. Et c'est dans une deuxième partie que vient la personnalisation par rapport à ta morphologie, tes aptitudes physiques, athlétiques innées. Et c'est là où tu vas vraiment développer ton style qui t'est propre, mais sur une base commune. Ouais, écoute, je te rejoins entièrement, effectivement. On sent de toute façon qu'il n'y a pas que chacun garde un petit peu son style. Mais effectivement, si vous êtes attentif aux différents combats, vous allez sentir qu'il y a quelque chose de similaire. Et donc, c'est les invisible skills, les compétences invisibles, qui sont communes pour moi quasi à tous. Une fois que tu as compris qu'elles sont importantes. Et ça, c'est un point qui va être, dans mon deuxième point, c'est la capacité, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'on a des combattants qui sont des élèves, tu vois, appliqués et impliqués. Et qui tu sens qu'il n'y a pas trop d'ego. Alors, quand tu les vois travailler, genre, moi c'est un truc qu'on travaille beaucoup, c'est qu'il y a dans le judo aussi, mais tu as quelqu'un qui travaille et l'autre qui te fait travailler, tu vois. Et genre, par exemple, là, tu vas avoir sur le travail quelqu'un qui feinte les tentatives de touche et l'autre qui va travailler sur sa distance, sur ses positionnements. Et puis après, chacun inverse. Ce qui est difficile des fois, c'est que dans certains clubs ou avec certains combattants, c'est que les gens sont tellement concentrés sur eux que quand il faut faire le partenaire qui fait travailler l'autre, ils sont un peu je m'en foutiste, tu vois, ou ça les saoule, ou ils disent je suis en train de perdre du temps parce qu'il y a sur 20 minutes d'entraînement, il y a 10 minutes où je fais bosser quelqu'un d'autre, tu vois. Là, c'est pas le cas. Là, tu sens que les gars sont vraiment appliqués à faire bosser l'un, puis après l'autre fait bosser l'autre, et on est vraiment sur du très scolaire. Et c'est des choses à l'entraînement que moi personnellement je ne vois sans devoir le rappeler ou rappeler à certaines personnalités, tu vois. Je le vois que chez les enfants.
Ok. Les enfants n'ont pas d'ego. Ils font bosser, puis après, c'est à l'autre de bosser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ils ouais, apprennent comment faire. Ils voient ça comme un jeu et peu importe le Non, rôle que tu as, non, c'est pas c'est une pas par question rapport à de ça? jeu. C'est une question d'être un écolier, quoi. D'être quelqu'un. Ok. Ton prof te dit, tu fais ci, il fait ça, tu fais ça, il fait ci, tu vois. Et Ouais. tu commences pas à dire, ah, je vais perdre mon temps, je dois poser pour moi, tu vois. Ouais, c'est la pure discipline. En fait, tu C'est de la remets pas spécialement en discipline scolaire. question ce qui t'est demandé, tu le Voilà. fais et tu as C'est cette pas, tu commences compréhension à faire consciente des ou raccourcis. inconsciente. Ouais, c'est ça. Tu as aussi cette compréhension consciente ou inconsciente de te dire, ben, le fait que je fasse travailler l'autre, peut-être que j'y gagne rien, mais au final, si je le fais bien, l'autre va bien le faire. Et au final, quand moi je vais devoir Ouais. travailler, l'autre ne sera pas je m'en foutis, ce qui va me permettre de mieux driller. Et donc, encore une fois, la qualité surclasse la quantité. Même si tu travailles que 10 minutes sur les 20, parce que pendant 10 minutes, tu es en train de faire travailler l'autre, les 10 minutes où toi tu vas travailler, ça va être un vrai travail de qualité parce que l'autre sera appliqué. Ouais, et puis de l'autre côté, quand tu comprends ce que tu dois faire pour faire bosser quelqu'un, bah, tu comprends aussi, enfin, tu dois avoir les deux versants du miroir, tu vois, pour Ouais. bien combattre. Et donc ça, par contre, pour moi, c'est un vrai point essentiel, c'est que tu sens qu'ils sont disciplinés, qu'ils sont sérieux, qu'ils sont scolaires. Ouais. Alors bien évidemment, hein, faut pas, en tant que combattant ou en tant que coach, il faut pas avoir des élèves qui disent amen à tout et qui suivent béatement. Non. Mais là, quand tu es confiant sur le résultat, parce que là c'est le cas, bon, il n'y a pas de souci, mais là ils bossent très très bien. Et ça, pour moi, c'est un gros point important. C'est vraiment un gros point important. Et ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment le truc, je pense, qui est une des particularités de cette équipe, qui est une des particularités de ce coach aussi. Ouais. Ouais, c'est aussi, ben, ça revient un peu à cet esprit d'équipe, cette cohésion qui a chez eux. Ouais, parce qu'on a parlé des quatre figures de proue qui sont à l'UFC, qui sont à 19-0. Mais regardez les vidéos où il y a des entraînements collectifs. Est-ce que vous les voyez? Non. Enfin, vous les voyez Ouais, s'entraîner. mais Mais c'est c'est une tête parmi ouais. tant d'autres. Voilà, c'est ça. Il y a pas Sur le un même gars niveau. qui est en train de marcher sur son côté, voilà, en train de faire, tu vois, de l'esbrouf et tout. Non, ils sont tous élèves. Ouais, mais Tac, tac, en tac, fait, tac, tac. je pense qu'on le dit assez souvent, hein, le MMA, c'est un sport individuel où chaque individu est porté par le support d'une équipe. Et ici, je trouve que l'équipe est à la fois soudée, proche, et il y a cette réelle volonté que tout le monde réussisse. Tu as l'impression vraiment que, bah, tu vois, les réactions qu'on voit quand Jean Silva gagne dans le public, tu as Ah Rufi qui oui. est là, et Borayo qui est là. Leurs réactions sont comme si c'était un membre de la famille qui gagnait. Ouais, bien sûr, non, bah ça, mais ça, tu peux l'avoir avec des individualités fortes dans le truc. Là, ce que je te parle, c'est vraiment sur l'équipe qui travaille. Mhm. C'est, tu sens que tout le monde est au même statut, Ouais, tu vois, et que tout le monde s'entraîne au même statut et qu'il y a personne qui est en train de faire quelque chose à côté, de perdre du temps, d'avoir son masseur personnel ou des trucs comme ça. ouais, ouais, ouais. Et donc quand ils s'entraînent, ils écoutent, ils appliquent, ils font leurs choses, c'est carré, quoi. Et ça, je trouve que c'est très très bien. Et ça m'étonne pas après de la progression des combattants, tu Il me semble que tu en avais parlé dans un podcast il y a 4-5 semaines, je ne sais vois. Ouais. plus en référence à quel combattant, en disant que c'est intéressant de voir que ce combattant revient un peu avec le statut d'élève. C'est souvent... Ah bah c'était avec Benoît Saint-Denis, hein. Ah ben voilà, ouais, c'était avec Baiser. Ouais. C'est avec Baiser. C'est vrai que quand le terme c'est embourgeoise, hein, en tant que combattant, tu commences à sélectionner tes coachs, un peu comme Ilia Topuria fait, hein. Tu crées ta salle chez toi, tu prends tes coachs, tes partenaires personnels. Ça a ses avantages et dans certains cas, ça a ses inconvénients. Ça joue beaucoup aussi sur la place de l'ego. Et ça a une importance quand même de redevenir un numéro, de redevenir juste un élève parmi tant d'autres pour une préparation. Ouais, ouais. Après, clairement, est-ce qu'on peut comparer, tu vois, McGregor aussi était très individuel Ouais. sur la préparation. Je pense que Topuria s'est beaucoup influencé de ça. Mhm. Ou John McGregor, Jones le fait sur la fin de sa carrière, John alors Jones le qu'avant fait. c'était juste un numéro chez Greg Jackson. Ouais. Et encore une fois, il y a les inconvénients, il y a les Et bienfaits. Et dès le moment où tu n'as plus beaucoup de bienfaits et plus les inconvénients, tu dois revenir en arrière. Mm. Et chez eux, pour l'instant, le fait d'être plus en mode on est un élève parmi tant d'autres, c'est qu'ils en tirent tous les bienfaits et pas les inconvénients. Il y a pas, selon moi, pour le moment, il n'y a pas de raison que l'un ou l'autre commence à prendre l'autre voie, celle qui a été montrée notamment par McGregor, comme tu le dis, de commencer à créer son groupe autour de lui, où lui est le centre et le cœur de la préparation. Mais c'est bien là qu'on parle de ça, comme ça va nous faire transiter. Donc sur une vidéo moi que j'ai regardée sur Carlos Prates, parce que la seule vidéo que j'ai vue c'était des cours généraux, très scolaires, avec comme je te dis
des élèves qui sont en face d'un coach qui parle beaucoup, qui va être sur du théorique, sur des basiques, mais tu peux pas faire juste ça, on est d'accord là-dessus. Donc il faut après individualiser. Et alors sur l'individualisation, toujours sur la méthode d'entraînement, eh bien sur la dernière vidéo de Carlos Prates, c'est super intéressant parce qu'on voit 2 types d'entraînement qu'il fait en plus. Donc sur les 2 types d'entraînement, on a un circuit training. Donc celui-là est vraiment intéressant comme circuit training. Moi je crois beaucoup à ce que j'appelle circuit sparring, parce qu'il y a du sparring, et un sparring à thème. Enfin, un sparring... supervisé sparring avec une simulation de combat. Ouais, ok. Donc, le circuit sparring, c'est vraiment pour travailler dans le rouge. On voit Carlos Prates faire du airbike, puis de la lutte à la cage, puis des pads. Donc, très, très intéressant parce que le airbike, c'est vraiment là pour te mettre rapidement dans le rouge. Ok. De la phase de lutte parce que c'est très énergivore avec un partenaire frais. Et ensuite des pads. Alors, pourquoi les pads plutôt que du sparring debout? Moi, je pense que c'est pour éviter un maximum les blessures. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et donc, l'activité est contrôlée par le teneur de pads. Alors que ton sparring, ça dépend un peu de comment réagit ton adversaire. Exactement. Après, ça peut arriver dans un combat, mais voilà, si tu es trop fatigué de ton airbike et de ta lutte, tu vas peut-être vouloir un peu reposer plus. Alors qu'au pads, il te dit de frapper, tu vas frapper, tu vas pas te poser la question. Surtout avec le style des fighting nerds qui va être de rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, frapper fort, tu vois. Ouais. Effectivement, on est loin du cardio que tu peux avoir quand tu fais des pads. Donc ça, c'est le premier entraînement. Ils individualisent le côté vraiment cardio et ils le rapprochent vraiment le plus proche possible de ce que va être une intensité de combat. Quand on a des Michael Chandler qui font des circuits cross-training, tu vois, eh bien, on a des gars, Carlos Prates, qui font un circuit de 3 exercices, entre guillemets, un sparring lutte, un airbike, des pads. Et pour moi, ça, c'est le plus proche le plus proche. Non, en termes d'intensité, c'est pire que ce que tu auras en combat. Tu sais quoi, je me suis fait une réflexion pendant le combat Jean Silva contre Bryce Mitchell, où tu sais, Jean Silva, il tente la guillotine dans le premier round. Et souvent, tu as des combattants, quand ils tentent une soumission qui demande beaucoup de puissance ou de force, de contraction dans les bras, quand ils vont se relever, ils auront besoin d'un temps de pause. Dustin Poirier, c'est le meilleur exemple. Quand tu as une phase de lutte ou de grappling avec lui, après ça, il est cuit debout. Il n'arrive pas à remiser derrière. Jean Silva, pas du tout. Il a pu attaquer avec puissance derrière et ça peut venir de ce circuit training. À mon avis, il fait la même parce que tu vas, comme tu le dis, aller dans le rouge, lutter, donc avoir une fatigue propre à la lutte où tu es beaucoup plus en contraction constante, on va dire. Et puis au pads, tu vas relâcher tes frappes avec, il le dit, lui, il relâche et c'est au moment de l'impact où il va frapper. Ouais, tout à fait. C'est une petite distinction qu'ils font chez eux et donc je pense que ça se reflète dans ce qu'on voit dans leur combat. Ouais, je suis entièrement d'accord. Donc ça, c'est le premier entraînement que j'ai pu voir. Et puis alors le deuxième, c'est la simulation de combat, sparring, très très intéressant, parce qu'il est en train de préparer son combat contre Ian Gary. Et donc on le voit faire des sparring contre un profil, vraiment franchement, le gars, il imite, je pense qu'il imite Ian Gary, tu vois. Mais il est similaire en taille, en approche, combat et tout, tu vois. On est vraiment sur une simulation de combat, de ce qui va arriver. Et à la fin, il tourne avec un autre combattant sur le dernier round, je pense, où il est vraiment, vraiment cramé, tu vois, de ces 2 premiers rounds. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc là, on est vraiment sur l'individualisation de l'entraînement avec des sparring, des simulations de combat. Alors, je n'ai pas retrouvé qui était le partenaire d'entraînement. J'ai cherché un petit peu, mais ça m'intéressait de voir un petit peu. Mais en tout cas, dans l'approche, c'est et une simulation de combat, mais ça reste safe. Et ça, c'est peut-être le gros point qui est important sur l'aspect équipe, tu vois, où tu me disais qu'il fallait une bonne ambiance et tout. C'est que tu sens que le gars, il est là pour imiter un style, tu vois. Ouais, on dit souvent un sparring partner, tu l'as vécu. Oui, bien sûr. Tu te mets vraiment dans la peau d'une autre personne et t'es pas là pour toi progresser, t'es vraiment là pour préparer l'adversaire. Alors, tu vas en tirer certains bénéfices, mais c'est clairement pas optimal. Les 5 semaines que tu as passées au Japon, tu as eu une petite progression parce que voilà, tu as quand même fait des drills, les partenaires d'entraînement étaient restés actifs. Mais cette progression est incomparable à ce que tu aurais fait si tu t'étais concentré uniquement sur toi. Et donc, effectivement, c'est une capacité à se dire, OK, maintenant, pendant les 3-5 semaines à venir, je suis là pour aider Carlos Prates. Et puis ça se trouve, il a juste fait
son sparring comme ça, et puis après, il a repris ses entraînements personnels, tu vois. Oui, peut-être, oui. Bah, Moi, ça n'empêche, comme tu le disais, il y Ouais. a des combattants qui sont tellement égoïstes que même investir un quart d'heure de leur temps pour aider quelqu'un d'autre, ça passera pas. Non. Moi, j'ai ça On l'a à déjà la vu. fin sur l'entraînement. Là, on a quelques gars qui combattent bientôt. Bah, ils font des sparring de simulation, et donc tu as des gars qui viennent spécifiquement pour eux. Ils les aident. Bah, alors, on est sur du combat amateur, hein, donc ils les aident pendant 10 minutes, et puis ils font leur sparring après personnel parce qu'ils préparent un combat dans 2 mois plus tard, tu vois. Mhm. Donc ça fait partie aussi des choses qui sont importantes. Et voilà. Et donc pour revenir sur la méthode d'entraînement, on a le collectif, groupe collectif, et l'individualisation sur ce type d'entraînement. Mhm. Est-ce que il y a d'autres points? Moi, j'avais noté des éléments, mais c'est pas assez approfondi. Je pense que voilà, on a beaucoup parlé de Flavio. Il y a aussi le coach Lutz. Je reviens pas sur son nom. J'aurais dû le Bah, noter. c'est Flavio aussi, hein. C'est C'est Flavio? Pablo Pablo. Sucupina. Ouais. Pablo Sucupina et Flavio Alvarez. Ah mince, j'ai confondu. On a dit Flavio depuis le début. C'est vrai? C'était Pablo du coup. Pablo, ouais. Ok, ok. Mais voilà, on a vraiment, je trouve, une complémentarité dans les profils. T'en as celui dont on parle depuis le début, c'est quelqu'un qui est plus un étudiant du game qui va tout intellectualiser, prendre son temps. Et j'ai l'impression que l'autre coach, c'est plus un mec à l'ancienne, un gars qui a, il le dit, 70 combats d'expérience, plus des combats non référencés comme un combat contre Anderson Silva. Et là, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu plus dans l'action, dans le drill, une vision plus à l'ancienne. Et donc cette complémentarité est assez intéressante. Et ce coach-là, dans une interview, il dit que dans leur équipe, il y a vraiment l'aspect mental, l'aspect émotionnel et l'aspect spirituel aussi qui prend une grosse place. Alors, c'est pas mon expertise, donc je sais pas à quel point ça peut avoir un impact positif. Mais voilà, comme c'est cité, je me suis dit que ça pouvait valoir la peine de le dire ici. Il y a vraiment un coach qui est plus spécialisé dans l'aspect mental, un qui est plus dans la gestion des émotions. Moi, là-dessus, je suis quand même assez persuadé que ta gestion d'émotions dans un combat, c'est extrêmement important, au même titre que ta gestion de l'ego. Ouais, et puis, il y a le côté spirituel, et on le sait, il y a beaucoup de combattants, quand ils se sentent portés par quelque chose de plus grand qu'eux, ça fonctionne assez bien. Il y a la version illuminée de Charles Oliveira, il y a beaucoup de combattants qui remettent ça à une puissance plus élevée qu'eux, donc ça peut leur donner un petit edge, comme on peut le dire. Ah bah on l'a vu avec plein de combattants, avec la loi de l'attraction, avec Conor McGregor, et puis la force de l'univers. On l'a vu avec des combattants vis-à-vis de Dieu, tu vois, et ça c'est des choses qui sont importantes, ouais, clairement. Parce qu'à un moment donné, sur certains combats, t'es obligé d'avoir un aspect un peu surnaturel, tu vois. Ouais. D'y croire, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut y croire et que ce soit pas seulement tout. Mais pour les athées, tout vient de toi, mais le fait de croire en quelque chose de plus puissant que toi, ça te donne une confiance en toi un peu plus grande. Alors ça, je sais pas trop, j'ai pas du tout approfondi ce truc-là. Mais si tu reviens sur le coach, ouais, effectivement, donc on a un coach grappling lutte qui, pour moi, complémente bien. Mais alors surtout, ce qui est intéressant, c'est que on a un head coach, donc Pablo Sucupina, qui délègue. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Donc il délègue parce que c'est un ancien boxeur. Donc il a pris un coach très expérimenté, qui est différent de lui, hein, donc lui n'a aucune expérience en combat de MMA. Là, il a un coach très très expérimenté avec 60 combats référencés, peut-être 60 autant pour moi. 60 sur Tapology et peut-être 70 avec les combats qui ne sont pas référencés, qui a un gros bagage en grappling et en lutte MMA. Donc ça, c'est vraiment ça permet de compléter complètement ce que n'a pas Sucupina. Et l'autre aspect qu'il délègue, c'est l'analyse. Et donc on a une petite vidéo aussi où il parle qu'il a 1 ou 2 analystes qui s'occupent de voir les vidéos, de noter ce qu'il faut noter et après de pouvoir informer Pablo Sucupina des différents points. Et donc vous verrez sur YouTube, il y a ça s'appelle Nerds Behind the Nerds ou un truc comme ça. Donc les nerds derrière les fighting nerds, tu vois. Excellent. Et donc c'est des gars qui vont juste regarder les vidéos, chercher les patterns, ils parlent de patterns dedans, hein, les patterns qui reviennent, et puis noter, et après donner leur rapport, entre guillemets, à Pablo et aux combattants. Et ça, c'est un gros point parce que je pense qu'on est... Donc chez les coachs, surtout quand tu as quand même pas mal de combattants,
En pro, ils sont à 35 de référencés sur Tapology, tu vois, en pro. Mais tu peux pas tout analyser, c'est un boulot monstre. Donc tu dois préparer tes cours, tu dois analyser ton combattant, tu dois analyser son adversaire, il y a un changement, des ci, des ça. Et forcément, il y a un moment où tu vas... survoler parce que tu n'as pas le temps. Survoler parce que tu n'as pas le temps. Ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc déléguer, c'est déjà des choses qui se font un petit peu, tu vois. Donc c'est déjà ça revient à l'ego aussi, tu vois, la volonté d'un head coach de ne pas tout faire. C'est absolument nécessaire. Je pense qu'en tant que head coach, tu as une responsabilité de faire au mieux pour ton athlète. Et si tu es honnête à 100% avec toi, tu peux pas offrir la meilleure qualité en voulant tout faire. Donc la capacité à déléguer, c'est très compliqué pour beaucoup de personnes qui sont haut dans une hiérarchie. Donc le statut de head coach, tu as d'office un ego assez dimensionné, quoi. Et cette capacité à déléguer, ça prouve aussi un peu, pas l'humilité, mais la compréhension de l'objectif final, de vraiment offrir ce qu'il y a de mieux pour tes athlètes. Et donc, si tu n'as pas le temps de faire certaines parties, là où tu es le moins compétent selon toi, tu délègues. Et là où tu es le plus compétent et tu as le plus de valeur à apporter, tu gardes. Ouais. Alors ça sera peut-être un futur métier dans le MMA. Analyste pour des équipes pro, tu vois. Ouais. Donc, il y avait déjà eu... Contre toi. Oui, effectivement, avec... Gittins. hein. Donc, c'est comment la team Manchester... Non, c'est pas Manchester, c'est quoi déjà Liverpool, là il vient de chez Paddy Pimblett. Ouais. Gittins. Ouais, alors c'est Next Gen. Next Generation, ouais. Donc, il y avait déjà, c'était il y a quand même quelques années, ça, c'était pendant le Covid. Donc, c'était en 2021, donc c'était il y a 4 ans, donc on avait déjà, même dans des combats régionaux, entre guillemets, des analystes, qui est le mec je sais pas, il était payé 200 balles pour faire une analyse et tout le bazar, tu vois. Maintenant, il est quand même champion, Gittins. Non, je parle de l'analyste. Oui, bien sûr. Oui, mais tu vois, Gittins, à mon avis, il travaille encore avec l'analyste. Potentiellement, quoi. Ou avec cette logique, en tout cas. Il va peut-être virer après mon combat. Vas-y, fonce dessus. Ouais. En soi, on en a parlé, tu vois, le livre que Nicolas Hott m'avait conseillé. Là, tu as le choix que tu fais sur base Exactement, tu as raison. Et tu as le résultat. Et je pense que le choix qu'ils ont fait d'être très agressif avec toi, c'était un bon choix. Ouais. C'était pas le bon résultat. Ouais, clairement. pour eux. Mais ça, c'est des choses, enfin voilà, sur qu'est-ce qui est différent chez Fighting Nerds. On a 2 analystes sur l'équipe qui s'occupent que de ça. Ça, pour moi, c'est un gros truc. Et alors, s'il y a des coachs qui écoutent ça, moi, même en tant que coach, c'est quelque chose où je suis en train de me dire, attends, effectivement, il y a un moment donné, il va falloir déléguer, il va falloir investir là-dedans. Et peut-être qu'il y aura des coachs en France qui vont se dire, non, mais attends, c'est trop de tâches, je commence à avoir trop de combattants pro, il va falloir que je délègue, il va falloir que j'ai 1 ou 2 analystes qui s'occupent de ça. Je vais les voir, on prend 1 heure, ils me montrent tout ce qu'ils ont vu, ça. Moi, je prends ce que j'ai envie de prendre, ce que j'ai pas envie de prendre, et on bosse là-dessus. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est un gros point. En tout cas, qui pourrait expliquer en plus cette capacité à gagner autant de fois, tu vois. Ouais, je pense que clairement, tu as cette préparation générale hors combat qui est très intelligente et intéressante pour les Fighting Nerds, et ils ont une vraie capacité à bien se préparer par rapport au type d'adversaire qu'ils vont rencontrer. Et on peut reprendre aussi ce qu'avait dit Georges Saint-Pierre, ça fait longtemps qu'on l'a plus dit sur la chaîne, mais il y a vraiment cette pyramide du succès dans les sports. Tu as la partie physique, la capacité à avoir de la force, de la vitesse et toutes les aptitudes physiques qui sont nécessaires. Ça, c'est la base, et tout combattant professionnel, tout athlète professionnel, cette base-là, elle est très forte. Tu as la deuxième partie, c'est la mécanique du sport, donc réaliser les mouvements spécifiques à ton sport pour atteindre ton objectif. Et puis, ce qui va te différencier le hors top 5 et ce qu'il y a dans le top 5, c'est la partie cérébrale, intellectuelle, stratégique, la compréhension de la tactique de ton sport. Et clairement, les Fighting Nerds, on voit qu'il y a les trois étages qui sont bien gérés. Et il y a, moi, je dirais qu'il y a que le dernier étage, moi, par contre. Il y a rien le dernier étage est le plus important chez eux. En gros, les combattants arrivent, leur responsabilité, c'est les deux premiers étages, tu vois. Ouais, donc, on va rebondir sur le mot responsabilité après, parce que je sais que toi et moi, on apporte beaucoup d'importance à ça. Il semble que Sukupina soit pas derrière en train de vérifier leur alimentation, leur physique, ni quoi que ce soit, le fait que t'en aies un qui clope et tout le bazar. J'ai l'impression qu'ils en ont rien à faire. Enfin,
voilà, il va pas non plus mettre le réveil, les border le soir, tu vois. Ça, Non, il s'en non. occupe pas. Mhm. Vous vous débrouillez, vous gérez ça, c'est votre responsabilité. Moi, je m'occupe du haut de la pyramide. C'est ça, comme tu l'as dit, qui va vous différencier d'un combattant brésilien, Mhm. d'un futur champion du monde. Encore une fois, Pablo, il comprend où est sa valeur ajoutée. Ouais. Et il se concentre là-dessus. Exactement. Et alors, pour revenir sur la responsabilité, parce que nous, on avait mis ça en place chez les Red Kings, c'est vraiment faire comprendre à nos élèves qu'ils ont une part de responsabilité dans leur propre carrière. On voit tellement d'équipes où il y a une déresponsabilisation du combattant. Non, mais c'est le coach qui fait mon game plan. Non, mais je fais exactement tout ce que dit mon coach. Blablabla. Et puis, en fait, quand tu gagnes, ah, merci mon coach. Quand tu perds, c'est... Vite fait, hein, c'est merci. pas ma faute, tu vois. Ça arrive, tu vois. Ouais, mais non, ça c'est arrive. plutôt l'inverse. C'est j'ai gagné, je suis trop fort, et si tu perds, c'est la faute de mon club. C'est pour ça que moi, à partir d'un d'un moment, je l'avais déjà dit, hein, c'est quand vous gagnez, je disais ils l'ont fait, et quand vous perdiez, je disais on a perdu. Ouais. C'était comme ça ma communication. Sur la fin. J'avais rangé mon ego complètement et j'avais fait cette petite transition. Mais effectivement, je pense qu'il y a une importance et ça peut aussi jouer. Tu vois, ça fait partie des détails, c'est pas essentiel. Mais cette capacité de dire, OK, le coach a tel rôle et les élèves, ils ont telle responsabilité aussi. Je crois que nous, à un moment, on avait fait une réunion dans un resto avec les Red Kings compétiteurs et on avait fait un genre de RACI. Donc, responsable, accountable, consulted et informed sur certains trucs. Donc, il y avait préparation physique, c'était responsabilité de l'athlète. Nous, on devait juste être informés pour gérer l'intensité de nos entraînements. Et je pense que ça, c'est potentiellement nécessaire pour ceux qui aiment bien un peu faire le mix entre le sport et l'entreprise. Ouais, je pense qu'une matrice RACI, ça peut être intéressant à faire sur papier. Et j'ai l'impression que chez les Fighting Nerds, ils l'ont peut-être pas fait sur papier, mais il y a une compréhension de, en tant que combattant, ma responsabilité, c'est ma nutrition, mon sommeil, ma prépa physique, etc., etc. Quand je vais chez les Fighting Nerds, on va travailler sur invisible skills et personnalisation, individualisation par rapport à mon adversaire, mais aussi par rapport à mes forces et ma morphologie. On a fait le tour? Ouais, on a fait le tour, je pense. Il y avait encore quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on a bien capturé déjà pas mal. Déjà pas mal qui pourrait justifier et qui est propre à eux. Vraiment, c'est... Il y a pas mal d'éléments qui sont propres. Ouais, je vais mettre juste un dernier petit mot, parce que ce qui m'intéresse quand même, c'est de savoir si cette méthode, on a 4 combattants qui auraient peut-être percé ailleurs, tu vois, ou est-ce que non, cette méthode-là fonctionne à tous et qu'on va avoir d'autres profils qui vont éclore. Et donc j'ai regardé un petit peu les potentiels prospects de l'équipe, tu vois. Voilà, j'ai fait ça en plus. Donc j'ai noté Giovannis Palacio. Donc c'est un Cubain qui s'entraîne chez eux, qui est un ancien lutteur olympique de Greco et qui a 8-0, dont 7 victoires par KO TKO. Donc ça, c'est un des premiers prospects que j'ai noté. Deuxième prospect, c'est 2 nanas. Donc il y a 2 nanas qui pour moi sont des prospects. Donc Ana Santos, qui est championne du monde amateur, junior, 13-0 en amateur. Et je pense qu'elle va bientôt passer en pro, mais elle a 19 ans seulement. Et donc ça, c'est une prospect. On a Natalia Alves aussi, qui a 7-0, dont 3 victoires au LFA. Ok, ouais, très prometteur du coup. Donc on pourrait, je pense, la voir très rapidement au Dana White Contenders ou signer directement. Et puis après, on avait un Icaro Brito qui devait faire les Dana White Contenders, mais qui a eu des problèmes de visa. Donc lui, ça pouvait être potentiellement un prospect, parce qu'il avait un pied dans l'UFC. Le principal problème chez lui, c'est qu'il a eu 4 annulations de suite, visa, et puis 2-3 autres trucs qui venaient un petit peu de sa part. Donc ça, c'est à voir, je suis pas sûr que l'UFC. Et un dernier, c'est Reginaldo Junior, qui a 9-1, et il est à 3-1 au LFA. Ok. Ouais. Donc j'ai regardé aussi un petit peu l'opposition, bien évidemment, à voir si c'est juste de l'esbrouf ou pas. Bon, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, là, j'ai vraiment regardé en fonction du palmarès, mais je voulais quand même mettre un petit astérix vis-à-vis du palmarès, de ne pas s'arrêter à ça sur le palmarès, parce qu'on a vu un Carlos Prates qui avait un palmarès vraiment... voilà, tu pouvais pas dire, c'est un futur prospect, ce type-là, tu vois. Ouais, parce que c'est un palmarès un peu monté, c'est ça? Non, il avait déjà... Carlos Prates? Ouais. Non, mais il avait déjà 6 défaites avant. Ah, ok, comme ça, dans ce sens-là, oui. Le palmarès ne dit pas tout. Voilà, le palmarès ne dit pas tout, tu vois. C'était vraiment dans cet esprit-là. Donc, il était à 13-6. Non, 14-6, 15-6. Ouais, à combien il était quand il a combattu aux Contenders? Il était à 16-6.
16-6. Ouais, et voilà, il avait un profil avec déjà pas mal de défaites. Et c'est clair que si on a une vue très rapide, on voit un gars qui est à 16-6, on se dit, il y a déjà 6 fois où il a perdu, il y a des chemins de défaite et tout, tu vois. Ouais. Donc là, c'est pour ça que je voulais quand même bien spécifier que c'est... j'ai regardé rapidement sur les palmarès, on a quand même quelques profils qui sont intéressants. Cependant, on pourrait avoir des profils qui payent pas de mine comme ça, qui pourraient avoir une progression ou en tout cas un parcours un peu similaire à Carlos Prates, malgré des défaites avant. Donc voilà, donc ça l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, avec 35 combattants pro actifs, je pense. Et puis, je ne sais combien d'amateurs, parce que je pense pas qu'ils soient tous référencés. À un moment, il le dit, hein, c'est une équipe ouverte où il y a des mamans, il y a des papas, il y a des très jeunes, il y a enfin voilà, il y a aussi des non-compétiteurs chez eux. Donc, je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un système de mentorat aussi chez eux qui peut être intéressant, parce qu'on l'a toujours dit. Hein, j'ai vu quelques vidéos où Caio Borayo donne des cours. Donc, on le sait, hein, quand tu deviens pédagogue, ça te permet aussi, toi, de t'améliorer en tant que combattant. C'est quelque chose que je crois dur comme fer. Donc, j'ai pas trouvé cette info, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un système de mentorat où de temps en temps, les meilleurs élèves vont donner des parties de cours ou des cours en entier. Et je pense que ça peut être bénéfique. En tout cas, ce qu'on peut s'attendre, c'est en entendre longuement parler, je pense, de cette équipe-là. Ouais, à moins qu'il y ait un problème ou qu'il y a le coach, quoi que ce soit, bien évidemment, hein, si ça implose, voilà. Mais en tout cas, si ça reste comme c'est avec le head coach et qu'il ne crache pas en cours, je pense qu'on va avoir d'autres prospects qui vont arriver, on va avoir d'autres combattants qui vont les rejoindre, et ça va être une équipe sur qui il faudra compter, et ça sera pas du type genre shoot et box, la bagarre, tu vois. Ouais, non, là, on va être sur une autre dimension, et on va être sur un autre souffle au MMA brésilien. Ouais, je suis 100% d'accord. Il y a pas très longtemps, mais voilà, quand ils commençaient tous leur petite ascension, j'avais utilisé le terme, je pense, MMA brésilien modernisé chez eux, où il y a ce côté agressif qu'on connaît du MMA brésilien depuis très longtemps, mais utilisé à des moments opportuns. Et c'est marrant de dire ça, parce qu'au final, quand tu entends qu'ils travaillent beaucoup sur le timing, bah c'est ça, ils utilisent leur agressivité sur les moments opportuns. Donc, ouais, on y est, c'est vraiment ils ont gardé un peu cette mentalité brésilienne du MMA, mais avec une approche très modernisée. Donc beaucoup plus intellectualisé qu'à l'époque, et c'est un style très intéressant. Clairement. Parfait. Brian, en tout grand merci pour l'échange et la préparation, c'était cool. Alors je sais pas si tu as vu ce détail, mais dans une des vidéos, moi je voyais qu'ils utilisaient des gourdes Oko. Donc ça aussi, hein, ils savent boire de la bonne eau chez eux, et je pense qu'ils se complémentent chez Nutrimuscle. Donc vous aussi, vous pouvez avec les liens qui sont en description. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.